On a toutes déjà signé des contrats, hein, souvent en cliquant sur «J'accepte» sans vraiment lire. Ah oui, sans même y jeter un œil. Exactement. Aujourd'hui, on va justement se plonger dans une série de documents pour décortiquer un peu ce qui se cache derrière ces accords en droit français. Bonne idée. Alors, pour commencer tout simple, qu'est-ce qui transforme un simple accord en un vrai contrat, un truc officiel? La base de tout, en fait, c'est la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Comme quand on valide son panier en ligne, par exemple. C'est l'exemple parfait. L'offre, c'est le produit sur le site. L'acceptation, c'est votre clic. D'accord. Mais alors, est-ce que toutes les promesses qui en découlent se valent? Ah, justement non. Et c'est là que ça devient subtil. Les sources insistent beaucoup sur une distinction clé. L'obligation de résultat face à l'obligation de moyens. D'accord. Obligation de résultat. C'est très direct. Vous commandez un ordinateur, le livreur a l'obligation de vous livrer cet ordinateur précis. Le résultat doit être là, point. Et s'il se trompe? Sa responsabilité est engagée. C'est simple. D'accord, donc ça c'est pour un résultat garanti. Mais pour les situations où personne peut promettre le succès à 100%, je pense à un médecin par exemple. C'est l'exemple classique de l'obligation de moyens. Le médecin, il s'engage à utiliser toutes ses compétences, toutes les connaissances actuelles pour soigner. Mais il ne peut pas garantir la guérison. Exactement. On juge les efforts, les moyens déployés, pas le résultat final. Et cette nuance, elle change tout pour évaluer la responsabilité. C'est beaucoup plus clair. Bon, au-delà de l'accord, pour qu'un contrat soit valide, les notes parlent de 3 conditions. Oui, 3 conditions essentielles. Le consentement, la capacité et un contenu licite et certain. Tout à fait. J'aimerais qu'on s'arrête sur le consentement, parce que les exemples sont très parlants. Il peut être vicié. C'est le terme juridique, oui. On parle d'erreur, si on se trompe sur une qualité essentielle, ou de dol. Le dol, c'est un mensonge, en fait. C'est délibéré, comme cacher des gros travaux à faire quand on vend une maison. Ah oui, d'accord. Et il y a aussi la violence, bien sûr, signée sous la contrainte. Et le fait que ces vices protègent un intérêt privé, celui d'une personne, c'est crucial. Pourquoi? Parce que ça mène à ce qu'on appelle une nullité relative. Seule la victime peut demander l'annulation du contrat. Et ça s'oppose à quoi? Ça s'oppose à la nullité absolue. Là, c'est quand le contrat viole l'intérêt général. Un exemple? Un contrat pour vendre un produit illicite. Là, n'importe qui peut en demander l'annulation. D'accord, donc on a des règles pour protéger une personne en particulier. Mais j'imagine que la loi a prévu des protections encore plus fortes quand il y a un déséquilibre, disons, dès le départ. Absolument. Genre entre un pro et un simple consommateur. C'est tout l'enjeu du droit de la consommation. Les textes partent d'un principe simple. Il y a une asymétrie d'information. Le pro sait, le consommateur apprend. C'est ça. Du coup, pour rééquilibrer, la loi impose aux professionnels un devoir d'information très très strict. Et ça prend une toute autre dimension avec les achats en ligne, j'imagine. Tout va si vite. Oui, le législateur a dû s'adapter. Comment on est protégé dans ce contexte? On parle souvent du fameux délai de rétractation. Oui, les 14 jours, c'est le plus connu. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le mécanisme du double clic. Le double clic. Le site doit vous demander une seconde confirmation pour être sûr que l'achat est bien volontaire, pour éviter les erreurs. D'accord. Mais le poids le plus surprenant que soulignent nos sources et que beaucoup ignorent, ça concerne les conditions généraux de vente, les CGV. Ah oui. Une clause qui dirait « les articles soldés ne sont ni repris ni échangés », eh bien, c'est illégal et abusif pour une vente à distance. Vraiment? Oui, le droit de rétractation de 14 jours s'applique quand même. Ça, c'est vraiment bon à savoir. Je pense à toutes les fois où on lit ça sans se poser de questions. Exactement. Pour résumer, le contrat, ce n'est pas juste un document figé, quoi. C'est un processus, un cadre avec des règles pour assurer l'équité. Surtout quand une des parties est vue comme plus faible. Voilà. C'est un mécanisme de protection avant d'être un outil de contrainte. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, je trouve. À l'ère du numérique, où on accepte des CGV de dizaines de pages d'un seul clic, Mhm. est-ce que la notion de consentement éclairé est encore une réalité bien tangible ou est-ce que c'est devenu une sorte de fiction juridique qu'on est juste obligé d'accepter pour vivre dans le monde moderne?